Dans cette vidéo, je vais vous parler de la dynamique des zones de divergence. Donc, les zones de divergence, il s'agit des dorsales, donc, qui sont des limites de plaques à l'endroit desquelles deux plaques s'éloignent. Et puis, on va donc parler de ces dorsales et puis un petit peu aussi du vieillissement de la lithosphère océanique. Alors, dans cette vidéo, du coup, je vais répondre à 3 questions. Quelles sont les 2 catégories de dorsales? Comment du magma peut-il être produit au niveau des dorsales? Et comment vieillit la lithosphère océanique? Alors, d'abord, quelles sont les 2 catégories de dorsales? Avant de distinguer les 2 catégories de dorsales, j'ai envie de dire qu'il y a quand même des points communs aux dorsales. Donc, évidemment, c'est des zones de divergence. Ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est des zones de flux géothermique assez fort, donc il y a de la chaleur. Mais elles ont pour point commun, quels que soient les types de dorsales, de toutes avoir un enracinement assez peu profond. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène qui vient de profond dans la Terre. Vous voyez qu'ici, on a le Pacifique, on a les dorsales qui sont présentes ici avec de la chaleur à 70 km de profondeur, c'est très clair, on a de la chaleur, on a même du magma. Mais quand on descend un peu plus profond, on voit qu'à 200 km déjà, les dorsales sont pas très bien marquées sur le plan thermique dans ces images de tomographie sismique. Donc il n'y a pas vraiment de chaleur particulièrement localisée. Et puis à 500 km, on ne les retrouve plus du tout. Donc les dorsales, quelle que soit leur catégorie, sont des structures géologiques qui sont peu profondes en réalité. Deuxième type de point commun, c'est que ces dorsales donnent lieu à peu près, grosso modo, à la fabrication d'une croûte océanique qui a toujours à peu près la même profondeur. On verra après les différences entre différentes catégories de dorsales, mais grosso modo, ça nous fabrique une croûte océanique qui fait toujours à peu près 7 km de profondeur. On va retenir ça. Donc, voilà les 2 points communs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour faire des catégories de dorsales? On regarde la vitesse d'expansion. En fait, il y a un continuum de vitesse d'expansion. Il y a des dorsales qui sont très très lentes, dans lesquelles ça s'écarte pratiquement pas. Et puis il y a des dorsales beaucoup plus rapides. On monte actuellement jusqu'à peu près 18 cm d'écartement par an au niveau de la dorsale Est-Pacifique, qui est la plus rapide actuellement. Donc, il y a toutes sortes de classifications qui existent. Dans votre programme, on va vous demander de retenir 2 types, simplifiés évidemment, des dorsales rapides et des dorsales lentes. Donc, dorsale rapide, on va retenir comme exemple la dorsale Est-Pacifique, qui est à 18 cm par an. On va dire qu'une dorsale est rapide quand elle dépasse les 8 cm par an. Une dorsale est lente, on va dire en dessous de 5 cm par an environ. On va prendre comme exemple celle de l'Atlantique, qui s'écarte à peu près à 2-3 cm par an, et qui est proche de nous et qui a été très étudiée. Alors, la grosse différence visible d'entrée de jeu, c'est le relief. Une dorsale rapide présente un bombement, tandis qu'une dorsale lente présente plutôt un creux sur la partie axiale. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un bombement dans une dorsale rapide au niveau de la partie axiale? Tout simplement parce qu'il y a un apport de magma qui est important. Il y a ici des images, on voit des dômes, qui sont des dômes clairement de volcans, hein, de matériaux volcaniques. Donc une dorsale rapide, c'est une dorsale qui est très active sur le plan volcanique. Et on retrouve d'ailleurs en tomographie sismique, sous l'axe de ces dorsales rapides, on retrouve des poches de magma qui sont bien identifiables. On voit aussi du volcanisme actif en surface. Alors, pour la petite histoire, le voir à l'œuvre en temps réel, avec comme ces images-là, il a fallu attendre les années 2000, parce qu'on est quand même à plusieurs kilomètres de profondeur, donc c'est sous l'eau, donc c'est pas facile d'y accéder. Et puis c'est un volcanisme actif, mais enfin c'est pas actif tout le temps en permanence. Et donc du coup, on a eu la chance de tomber dessus seulement dans les années 2000. Alors, ce qu'on a vu dès les années 70, c'est des roches volcaniques sur l'axe des dorsales rapides, avec des structures assez particulières ici, vous voyez, qu'on appelle des basaltes en coussin. Donc les roches volcaniques sont des basaltes. On verra en TP exactement la composition de ces roches. Ce sont des roches microlithiques, donc à refroidissement rapide. Il faut savoir que quand la lave arrive sous l'eau à ces profondeurs, l'eau est très froide, elle est à peu près à 2-3 degrés, et donc elle ne s'écoule pas comme elle veut, la lave. Elle est figée en fait. Dès qu'elle sort, elle est figée par le froid, en tout cas sur la partie périphérique, et donc ça forme cette espèce de coussin. Et en fait, quand la lave continue à arriver à l'intérieur du coussin, ça met une pression sur le coussin qui fait qu'il y a un nouveau coussin qui se forme, ce coussin-là va se fendre, et il y a une boule de lave qui sort, qui est tout de suite trempée, figée par le froid de l'eau, et donc on a comme ça ces accumulations de basalte en coussin qu'on appelle pilolava, ça veut dire pelochon en anglais. Alors après, quand on s'écarte un peu de la dorsale, ces structures se voient de moins en moins,
Tout simplement parce qu'au fond de l'océan, il y a des sédiments qui se déposent. Et donc sur la plaque un peu écartée, à droite et à gauche, si vous voulez, de part et d'autre de l'axe de la dorsale, il y a des sédiments qui se déposent et qui vont finir par recouvrir ces roches et on finit par ne plus les voir. Donc là, je viens de vous présenter un petit peu la dynamique de surface, avec ces sédiments qui se déposent sur le plancher océanique, avec ces basaltes en coussin qui sont représentés ici avec ces petits figurés. Je vais vous expliquer un petit peu la dynamique plus profonde. Alors, dans une dorsale rapide, en fait, c'est les péridotites du manteau, ce sont des roches vertes, grenues, qui sont ici, qui vont légèrement fondre, un tout petit peu, et ça fait des petites bulles, des petites bulles de liquide magmatique qui vont monter, se regrouper, pour former une chambre magmatique. Cette chambre magmatique, bien sûr, elle va alimenter par des filons un écoulement en surface qui va donner des pilolavas. Ces filons, comme la région s'écarte, il faut bien retenir que la région s'écarte, ces filons parfois vont se figer, ça va donner du coup dans les basaltes deux couches, les basaltes en coussin qui ont été en contact de l'eau, et puis un peu en dessous les basaltes en filons, qui sont en fait les remontées entre la chambre et les basaltes en coussin. La chambre magmatique, elle va refroidir plus lentement, et donc elle va donner lieu à la fabrication d'une roche grenue, et cette roche grenue, c'est ce qu'on appelle des gabbros. Alors on va distinguer deux sortes de gabbros, les gabbros massifs, sur lesquels je n'ai pas grand chose à dire, c'est la chambre magmatique qui se refroidit sur les bords, là, ici, vous voyez, à mesure que ça s'écarte. Et puis les gabbros littés, alors là, c'est parce qu'en fait, dans la chambre magmatique, il y a certains cristaux qui vont se former, qui vont refroidir, qui vont se former avant les autres, qui vont grossir, qui vont être un peu gros, et ces cristaux plus denses, qui sont solides, vont tomber au fond de la chambre, et ça fait que les gabbros du bas de la chambre présentent un certain litage et présentent des gros cristaux qui se sont empilés un petit peu droit, et donc ils ont une forme un peu différente, qui fait qu'on les appelle des gabbros littés. Donc c'est pour ça qu'on distingue des gabbros littés et des gabbros massifs. Du coup, bon, les gabbros et les basaltes ont la même composition chimique, par contre les basaltes sont de composition de structure microlithique, un refroidissement rapide, avec des petits cristaux, une pâte, des tout petits cristaux, et puis les gabbros par contre sont venus en refroidissement lent. La péridotite dessous qui fond légèrement, et du coup elle a perdu un petit peu de matériel, du coup on dit que c'est une péridotite appauvrie. Cette péridotite est typique du manteau, donc on a le moho, qui est la séparation entre la croûte et le manteau, qui est localisé précisément à l'interface entre les gabbros et les péridotites. Pour ce qui concerne les péridotites, en fait on sait qu'on a à 1300 degrés la fameuse limite des plaques, puisqu'on a une petite zone un peu fondue, donc tout est solide, sauf une petite zone ici, qui découple le dessus du dessous, et ça c'est la limite de plaque. Donc on a comme ça les péridotites très profondes qui sont normales, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas participé à la fusion, puisque je vous ai expliqué que cette fusion, c'est un phénomène, cette chaleur, c'est un phénomène qui est relativement en surface, qui n'est pas très enraciné profondément, donc les péridotites normales, elles n'ont pas perdu de matière. Et donc, grosso modo, on a du coup la plaque lithosphérique, la lithosphère océanique, qui est constituée de la croûte océanique qui s'arrête au moho, en dessous du manteau lithosphérique qui est fait essentiellement de péridotite appauvrie, et puis sous les 1300 degrés, on a une péridotite entre guillemets normale, avec le manteau asténosphérique et la sténosphère. Donc voilà typiquement la dynamique et la coupe d'une dorsale rapide. Alors qu'est-ce qui change dans une dorsale lente? Ce qui change d'abord, c'est le relief qui est en creux, et c'est pourquoi le relief est en creux? Tout simplement parce que dans une dorsale lente, en fait, il n'y a pas le même niveau d'apport magmatique. C'est-à-dire qu'en fait, dans une dorsale lente, il peut y avoir pratiquement pas de magmatisme, ou très peu, et donc finalement la région s'écarte, mais elle va mettre à nu les péridotites du manteau. Alors les péridotites du manteau réagissent avec l'eau, et ça va former une péridotite un petit peu modifiée, qu'on appelle la serpentinite, et donc on a ce qu'on appelle un phénomène de serpentinisation, qui a été matérialisé par une couleur verte un petit peu différente sur ce diagramme. Il y a quand même un petit peu de magma qui peut être formé, donc vous avez ici parfois un peu de basalte, parfois un petit peu de gabbro, mais moins, et donc c'est ça qui va être typique d'une croûte issue d'une dorsale lente. Alors maintenant, pourquoi est-ce que malgré tout du magma peut être produit au niveau des dorsales? Donc il y a deux questions auxquelles on va répondre. Pourquoi la péridotite fond, plus ou moins d'ailleurs? Pourquoi elles font plus ou moins? On va y répondre aussi. Et pour quelle raison? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette péridotite elle fond, c'est un liquide, et ce liquide, quand il va se solidifier, il ne va pas redonner de la péridotite, puisqu'il donne des gabbros et des basaltes. Donc on va aussi répondre à cette question de savoir pourquoi le liquide issu de la péridotite va donner
quelque chose qui n'est pas de la péridotite, mais du gabbro et du basalte. Alors pour répondre à ces questions, je vais avoir besoin de commencer par vous expliquer ce que c'est qu'un diagramme PT. Un diagramme PT, donc c'est un diagramme pression-température, c'est tout simplement une sorte de graphique avec deux axes, un axe pour la température, un axe pour la pression étant parfaitement proportionnelle à la profondeur, parfois on met ici la profondeur, et cet axe du coup va délimiter des zones. Donc, la basse température se trouve ici, la haute température se trouve ici, la basse pression se trouve ici, la haute pression se trouve ici, et du coup on a ces zones-là, c'est-à-dire que quand je suis là, j'ai de la basse température et de la basse pression, quand je suis là, j'ai de la haute température et de la basse pression, quand je suis là, j'ai de la haute température et de la haute pression, etc. Donc on a comme ça des zones qui sont délimitées dans ce graphique. Il faut savoir que ce graphique, on peut le traverser par ce qu'on appelle le géotherme. Le géotherme, c'est tout simplement la courbe qui représente la température en fonction de la profondeur de la Terre. Et à partir de là, on va pouvoir expliquer pourquoi la périodotite fond. Alors, en fait, toute roche sèche, je précise une roche sèche, on verra plus tard pourquoi, présente dans ce diagramme trois zones. Il y a la zone dans laquelle cette roche est entièrement solide, il y a la zone dans laquelle cette roche est en partie solide, en partie liquide, et ces deux zones sont séparées par une courbe, qui est souvent une droite, qu'on appelle le solidus. Et puis enfin, il y a la zone du diagramme dans laquelle la roche est entièrement liquide, et les deux zones ici et là, entre solide plus liquide et totalement liquide, sont séparées par une courbe qui est souvent une droite qui s'appelle le liquidus. Donc c'est assez logique si vous voulez, si on regarde un petit peu sur le sens, une roche qui est chauffée très fortement, elle va fondre totalement. Si elle est chauffée moyennement, elle va fondre pas complètement, et par contre si elle est à basse température, eh bien elle va se retrouver totalement solide. Donc on comprend quand même que là-dedans, il y a intervention certes de la température, mais aussi de la pression. Alors, du coup, une roche qui fond pour passer de l'état solide à l'état solide plus liquide, c'est ce qu'on appelle une fusion, parce que ça fond, mais partielle, parce qu'elle n'a pas complètement fondu. Une fusion totale, c'est quand on franchit le liquidus. Quand on franchit seulement le solidus, on a une fusion partielle, c'est qu'une partie de la roche qui a fondu. Pourquoi est-ce qu'une roche, d'un point de vue général, peut fondre? Tant qu'elle est sèche, on a deux raisons. Soit, comme on l'a déjà dit, elle se réchauffe. Ça, c'est très connu dans le sens commun. Un glaçon, si on le réchauffe, il fond. Soit, elle peut aussi fondre du fait d'une variation de pression. Alors, cette variation de pression, ça, c'est un peu contraire au sens commun, mais si on regarde bien le graphique, en fait, pour qu'une roche fonde, il faut qu'elle se décompresse. Donc, une roche, pour fondre, peut fondre soit parce qu'elle se réchauffe, soit parce qu'elle se décompresse. Maintenant, qu'en est-il de notre péridotite, qui est ici, et qui va fondre partiellement? Donc, cette péridotite, pour donner des bulles de magma qui vont former la chambre magmatique, elle doit forcément franchir le solidus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette péridotite se réchauffe? Non. Elle ne se réchauffe pas parce qu'il n'y a pas d'apport de chaleur profond. On l'a vu dans la tomographie sismique. En revanche, la région s'écarte, et comme la région s'écarte, cet écartement produit une remontée des péridotites. Et donc, qui dit remontée, dit baisse de profondeur, dit baisse de pression. Donc en réalité, on voit ici, sur ce diagramme, pression-température, qui représente, comme j'ai expliqué, la température ici, la profondeur ici, qui est proportionnelle à la pression. Quand une péridotite remonte, vous avez ici en rouge le géotherme, et vous voyez qu'elle peut être amenée à franchir son solidus, et donc à fondre un petit peu. Vous avez aussi l'explication, du coup, de savoir, grâce à ce graphique, pourquoi est-ce qu'il y a des dorsales qui produisent beaucoup de magma et des dorsales qui produisent pas beaucoup de magma. En fait, tout vient de la vitesse d'écartement. Si la région est écartée rapidement, la péridotite, quand elle remonte rapidement, donc elle baisse en pression, mais elle n'a pas le temps de se refroidir. À ce moment-là, elle va du coup fondre assez intensément. Ça peut aller jusqu'à, vous retenez, 30% de fusion partielle sur les dorsales les plus rapides. En revanche, si la péridotite remonte plus doucement, parce que si la dorsale est lente, à ce moment-là, elle va quand même se refroidir un petit peu en même temps qu'elle va remonter. Et ça peut donner lieu à une fusion partielle plus faible. On va retenir quelque chose comme 5 à 10% sur des dorsales lentes, et sur des dorsales ultra lentes, on peut avoir même carrément pas de magmatisme. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi les péridotites font et pourquoi les péridotites font plus ou moins.
Maintenant, on va expliquer aussi pourquoi est-ce que la péridotite va, si vous voulez, donner un liquide différent d'elle-même. Alors, on a une roche-mère du manteau, qui est la péridotite normale, et cette péridotite normale va fondre, partiellement, pas complètement. Il faut savoir que cette roche-mère contient des éléments différents. Ça a été symbolisé sur ce schéma par des parties bleues et les parties vertes. Parmi tous les atomes et les minéraux qui sont présents dans cette péridotite normale, il y en a certains qui fondent plus facilement que d'autres. Et du coup, quand vous allez fondre une péridotite de 5, 10, 15, 20 ou 30%, forcément, les minéraux qui fondent facilement vont se retrouver préférentiellement dans le liquide, alors que par contre les minéraux qui ne fondent pas facilement vont rester dans la roche résiduelle qui va devenir la péridotite appauvrie. Donc vous avez des éléments qui se rendent plus facilement dans le liquide, on dit qu'ils sont incompatibles. Et c'est par exemple la silice, SiO2, ça c'est un minéral, et puis les atomes de silicium, d'aluminium et de sodium qui préférentiellement préfèrent aller dans le liquide, fondent très facilement, et qui sont d'ailleurs du coup plus représentés dans la composition des croûtes que dans la composition du manteau, et c'est logique. Par contre, un élément comme le magnésium, lui, c'est un élément compatible, c'est un élément qui n'aime pas trop partir dans le liquide, qui fond difficilement, et qui du coup va se retrouver plus concentré à l'intérieur de la roche résiduelle, c'est-à-dire de la péridotite appauvrie. Donc c'est ce phénomène-là qui va créer une différence entre la roche initiale et puis le liquide, qui va être donc d'une composition différente, plus riche en certains éléments incompatibles. Et voilà. On peut assimiler ça à imaginer un mélange. Si on met dans une casserole du beurre et du chocolat, le beurre fond beaucoup plus facilement que le chocolat. Donc si on chauffe un tout petit peu la casserole, le chocolat va rester en carreau, tandis que le beurre va rapidement fondre. Et donc on pourrait avoir comme ça, imaginer une situation dans laquelle on aurait du beurre fondu avec du chocolat qui n'aurait pas fondu. Donc c'est un peu la même chose. Troisième et dernier point, on va voir comment vieillit la lithosphère océanique. La lithosphère océanique vieillit de trois façons. Le premier, c'est par le métamorphisme hydrothermal. Qu'est-ce que c'est que le métamorphisme hydrothermal? En fait, la plancher océanique, sous l'effet de la divergence, est très fissurée, et de l'eau de mer va rentrer à l'intérieur de ces fissures, va rentrer dans les profondeurs, va du coup se rapprocher de zones beaucoup plus chaudes. Cette eau du coup se réchauffe et remonte et ressort à la surface, poussée par sa chaleur. En fait, vous avez comme ça un circuit avec de l'eau qui rentre par les fissures, qui descend, qui se réchauffe et qui remonte pour donner ces panaches hydrothermaux. Pour la petite histoire, on a été surpris en 1978, quand on est descendu avec des sous-marins, de trouver ces panaches d'eau chaude, et en fait, ils sont à l'origine de formes de vie, et de tout un écosystème qui est basé sur les minéraux qui sortent de ces panaches, et donc il y a de la vie autour de ces panaches hydrothermaux, en l'absence totale de lumière. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Toujours est-il que ces circulations d'eau vont provoquer des modifications des minéraux. C'est-à-dire qu'un gabbro, au départ, c'est fait de plagioclase et de pyroxène principalement, c'est d'ailleurs les mêmes minéraux qui constituent les basaltes, et ces minéraux, en fait, vont réagir avec l'eau de mer, suivant des réactions successives. Vous voyez qu'ici, par exemple, plagioclase plus le pyroxène plus de l'eau, ça va donner de l'amphibole, et qu'on voit apparaître ici. Cette amphibole elle-même va encore réagir avec des plagioclases et de l'eau pour donner des minéraux qui s'appellent l'actinite et la chlorite. À la fin, on finit par avoir des roches qui sont profondément transformées, qui n'ont pas les mêmes couleurs, pas les mêmes aspects, pas la même densité, qui sont très différentes, de fait de ces apports d'eau. Ces transformations, elles se passent à basse température, la roche ne fond pas, ce sont des modifications à l'état solide, et ces phénomènes de modification à l'état solide d'une roche sans qu'elle ne fonde, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme. Deuxième type de modification, la croûte océanique, la lithosphère océanique, va s'épaissir par le bas, par refroidissement. C'est-à-dire qu'en fait, une plaque océanique est limitée par l'isotherme 1300 degrés, où je vous rappelle qu'il y a une zone qui s'appelle LVZ, qui fait un peu savonnette, qui découple le dessus du dessous. Forcément, en s'éloignant de la dorsale, il y a un refroidissement. Il n'y a pas de source de chaleur, donc forcément il y a un refroidissement par le haut en fait, qui fait que l'isotherme 1300 degrés va se retrouver de plus en plus profond. Et donc la plaque va être de plus en plus épaisse, parce qu'elle va contenir de plus en plus de manteau lithosphérique, et qui va se retrouver sous la croûte océanique, qui elle, je vous rappelle aussi, grosso modo, on retient qu'elle fait à peu près 7 km. On retient aussi que du coup cet épaississement va avec l'âge. On a une formule qui dit que l'épaisseur d'une plaque lithosphérique océanique
est à peu près égal à 9,2 fois la racine carrée du temps en millions d'années. Troisième type de vieillissement, il va aussi y avoir par-dessus cette fois des dépôts de couverture sédimentaire. Donc vous voyez ici des forages qui ont été faits dans l'Atlantique Sud qui montrent que plus on s'éloigne, évidemment, hein, plus il y a des couches sédimentaires, parce qu'il y a les couches actuelles, et puis plus le plancher est ancien, plus il a des couches sédimentaires anciennes. Ces trois phénomènes, le métamorphisme hydrothermal, les épaississements par-dessus et par-dessous, vont concourir à modifier, à épaissir, à augmenter la densité de la plaque lithosphérique qui finira par plonger dans les profondeurs, mais là, c'est ce qui nous occupera dans le cours suivant. Voilà, je vous remercie de votre attention.